Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Pourquoi tu mets tes lunettes de soleil? Pour m'avoir les mains douces, des lunettes de soleil. pour toi. D'accord. C'est beau. Thanos. Vous êtes superbe. Beaucoup moins de menton quand même que Thanos, si je puis me permettre. Mais Les couilles au menton. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous prendra certainement pas par surprise en vous avouant qu'il renaclait à l'idée de subir le grand raout de la marvelerie qu'est Avengers Infinity War, auquel cet épisode est consacré. Dès lors, me direz-vous, pourquoi s'acharner, pourquoi se faire du mal, pourquoi continuer? Pour être parfaitement honnête, la question se pose au sein de la rédaction et l'idée à l'avenir nous passer de cet univers qui chaque année fait un pas de plus dans la médiocrité, diront certains, nous effleure de plus en plus souvent. Mais d'ici là, cette Infinity War, on va se la colter avec un trio de super justiciers rassemblés ici à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 136 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Et en écho à ce que je disais en introduction, on peut dire que cette Infinity War, c'est un peu la conclusion d'un premier cycle de films Marvel, la concrétisation sur grand écran de l'objectif final du studio, rassembler dans un seul et même film tous les héros dont nous savons depuis 10 ans suivi les aventures au cinéma, Thor, Iron Man, Captain America, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther ou encore Spider-Man réunis pour affronter le terrible Thanos, le titan fou débarqué pour tenter de mettre la main sur les 6 gemmes de l'infini et décimer la moitié de l'univers au passage. Et derrière la caméra, on retrouve les frères Russo, déjà auteurs des 2 derniers Captain America. Au casting, les têtes habituelles pour endosser les costumes. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Zoe Saldana, Chris Pratt, Chadwick Boseman ou encore Benedict Cumberbatch. Et j'en passe, et des dizaines, dont Josh Brolin qui incarne donc Thanos. Votre avis sur tout ça, les amis? Daniel, je crois que tu es assez, finalement, enthousiaste, séduit. Ça t'a plu? Tu étais heureux, tu Jusqu'à souriais quel tout à l'heure. point on peut spoiler? On peut spoiler on spoil tout, maximalement. On spoiler maximum. Rien à foutre. Je veux Donc avoir... alerte, attends, je Ouais. fais du coup un petit message de warning. Si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas qu'on vous spoil, faites sur pause, allez au cinéma, puis revenez après. Donc à partir de maintenant, on peut spoiler totalement, Daniel. On est bon? Je veux avoir une pensée pour ce petit garçon qui sortait de la salle, juste devant moi. Il avait 7 ou 8 ans. Et il venait de voir l'essentiel des super-héros de son enfance en train de mourir. Il a vu donc, puisque ils font tabula rasa de énormément de super-héros, dont le plus jeune et le plus sympathique, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, merde, c'est pas du tout, c'est presque pas le contrat Marvel en fait. C'est presque pas de l'entertainment pur, parce qu'ils ont décidé d'aller dans une... jusqu'à la fin du 2e numéro de Infinity Gauntlet qui en compte 6 et en fait du coup il y avait presque tromperie sur la marchandise puisqu'on pensait que ça allait être Infinity War, mais en fait ce qu'ils ont fait c'est Thanos Quest et le tout début d'Infinity Gauntlet et du coup j'ai été vraiment surpris et c'est rare que je sois surpris parce que j'avais fait ma checklist dans ma tête. Je me suis dit bon ok, Captain America il y passe. J'ai fait bon, Iron Man il y passe, il a pas signé le contrat, il a signé le contrat, donc lui il va pas y passer. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai été surpris par, en bien, je vois complètement les limites de l'exercice du film de super-héros. Je vois encore plus dans celui-là où c'est full CG, c'est des combats de pantins imaginaires. Et en même temps, je sais très bien que j'essaierai de ne jamais le revoir parce que j'essaie de garder un peu cette première... Ce vague aperçu positif. Cette vague aperçu positif parce que je sais qu'il ne survivra pas une deuxième fois. Mais je suis ressorti, et ça c'est rarissime d'un film Marvel, je suis ressorti assez satisfait parce que j'ai été diverti. J'ai été diverti par l'osmose entre certains personnages. Ils ont essayé de jouer à ce qu'on appelle le Marvel 2-in-1 ou enfin essayer de faire des combos intéressants. Essayer de voir si Rocket Raccoon et Thor ça fonctionne ensemble. Ils ont essayé de faire des mélanges, en fait. C'est ça, c'est comme ça le concept du c'est truc, comme ça ouais. que marchent les crossovers. On dispatche les persos dans différents endroits et on regarde si ça marche. Et je crois que la sympathie que j'ai pour tous ces acteurs, en fait, qui sont tous indéniablement sympas, beaux dans certains cas,
dans 99% des cas. Ouais. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir Black Widow et Okoye en train de se fighter et puis d'avoir des. Et il y a des petits moments, où je me dis ah putain c'était chouette. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout. Je crois que j'ai jamais dit autant de bien d'un film Marvel depuis très longtemps. Depuis 10 ans. Je crois que ça arrive à peu près au niveau de Avengers, un peu de ce qu'avait réussi à faire Joss Whedon, c'est-à-dire de créer des moments de personnages, c'est-à-dire des moments où ça fonctionne. Monsieur à ma gauche va sans doute dire du mal et dire que ce n'est pas du cinéma, et je l'entends. Bah, j'ai rien dit. Il n'a pas commencé encore. Non, mais je suis j'étais pas dit. Professeur Xavier, c'est moi. Et ne présume pas de ce que dira Stéphane. C'est vrai que je ne suis pas Jean Grey. Calme-toi. Tu vas ressusciter une nouvelle fois. Et donc voilà, j'ai été satisfait par cet Avengers que je recommanderais sûrement pas aux enfants. D'accord. Pour toutes ces raisons, je pense que c'est celui de la rupture. Les gens ressortent en disant ah c'est l'Empire contre-attaque de Marvel. J'irai pas jusque là. Ouais, quand même pas, non. J'irai pas jusque là, mais clairement ils avaient un plan et d'arriver à cet endroit et je suis assez fasciné et je vais être intéressé surtout plus par la réaction des gens parce que moi autant je lis des comics, je sais à peu près où ils allaient, mais là je suis très intéressé par ce que vont penser les gens. Perrine. Je trouvais que l'exercice de départ en soi était quand même pas du tout évident, d'un seul coup de réunir tout le monde, tous ces super-héros, il y en a combien, j'ai pas compté, au bout d'un moment j'ai arrêté, beaucoup. Mais il y a une petite vingtaine là. Et donc voilà, tout ça dans un film qui dure quand même 2h37, hein, donc il y a une deuxième partie, on est bien d'accord, mais voilà, donc cet exercice de base était quand même pas évident, et je suis assez d'accord avec Daniel, ils s'en sortent relativement bien, avec ce parti pris de départ qui est quand même pas du tout facile. Est-ce qu'il fallait le faire, fallait pas le faire ? Moi, je pense que oui, c'est amusant en soi d'un seul coup de les voir tous se réunir. En termes de pur storytelling, je trouve qu'il y a un souci de départ pour moi qui fonctionne pas depuis dans le principe même, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a Thanos qui débarque enfin. On est teasé depuis 10 ans sur Thanos, et on se dit qu'est-ce qu'il a foutu pendant 10 ans, parce que quand même il aurait pu s'y mettre un peu plus tôt. Il avait l'occasion à d'autres moments de récupérer des trucs. 2-3 fois, 2-3 moments. Donc on se dit pourquoi il l'a pas fait un tout petit peu plus tôt, donc c'est un peu dommage. Et en plus il y a ce truc où, donc si on va dans le spoiler, clairement c'est qu'une bataille après une bataille en permanence, ce n'est que des séquences de bataille quasiment où on se prépare à la bataille. Ce n'est que ça pendant 2h37, des batailles qui ne servent à rien techniquement, puisque Thanos l'emporte à chaque fois. Alors encore une fois, moi je suis pas une stratège de guerre ou quoi que ce soit, ou j'ai pas connu les guerres, j'ai pas fait tout ça. Mais non. Donc mais ceux qui ont fait le film non plus. Hein. Mais justement, c'est pas dit avec surprise en surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est que justement, comme ils perdent à chaque fois, il y a un côté, je sais pas, au bout d'un moment, on perd pas toutes ces batailles pendant une guerre, donc je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un win pour qu'on ait un peu un semblant d'espoir, et puis qu'après ça redescende de plus belle. Là, le fait que personne ne perd jamais, ne gagne jamais, il n'y a aucun espoir de win. Je trouve que c'est un petit peu, finalement, on a juste l'impression de les voir. Enfin, je regarde des gens se faire latter pendant 2h30, je fais c'est pas de bol quand même. Et à la fin, on les tue. Et à la fin, non mais moi je trouve cette fin pour le coup. Alors là, pour le coup, c'est là où moi il m'a surpris aussi le film, clairement. Il a une fin, elle est un peu à la Leftovers, le début de The Leftovers, la série. Donc le début de The Leftovers, c'est 2% de l'humanité disparaît d'un seul coup. Et ben là, on a un truc un peu similaire, parce que la moitié de l'humanité... similaire, mais un peu plus conséquent. Un peu plus conséquent, on n'est plus à 2%, on est à 50%. Donc voilà, la moitié disparue, donc avec cette idée de voitures qui échappent aux gens, d'accidents qui sont provoqués. Et c'est très joli, le fait qu'ils partent en poussière, comme ça, il y a quelque chose d'assez... je trouvais très beau, et c'est le seul moment du film aussi, parce que c'est ce que je reproche à Marvel en permanence, mais je suis pas la seule. Marvel est tellement dans son époque, a tellement compris la logique du LOL, la logique de la blague. Il est tellement presque post-film de super-héros que il fait que des blagues en fait. Donc au bout d'un moment, il laisse aucune place à l'émotion. Ils essayent au début, on perd 2 personnages dès la scène d'intro, on est un peu genre oh merde, et on les oublie le reste du film. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'est jamais touché. Il y a une très jolie scène aussi entre Vision et Scarlet Witch, un peu romantique à Édimbourg, plutôt jolie.
et bim, on arrête ça par une blague. Donc et à un moment donné, voir un combat tout pourri. Ouais, un combat en plus pas foufou. Le meilleur combat étant la guerre au Wakanda. Hein. Et c'est pas parce que je suis Wakanda Forever, mais quand même il y a un truc, c'est quand même la meilleure séquence de guerre. Mais à la fin, justement, pour une fois, Marvel se laisse aller à l'émotion, se laisse dire que non, c'est dramatique ce qui est en train de se passer, c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, ils ont parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à DC. DC a plein de problèmes par ailleurs. Ah, des tonnes. Mais au moins DC, il est pas tout le temps dans la constante blague. Alors plus dans les derniers, parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être une recette qui marchait, et c'est dommage. Ils sont allés trop loin dans les autres. Ouais. Mais le fait qu'au moins ils se prennent un tout petit peu au sérieux, ils laissaient une place à l'émotion, on risque de se casser la gueule en fait. Mais ils essayaient quelque chose. Et Marvel n'essaye jamais ça parce qu'on se dit non, on rigole, ça va quoi. Et là, dans cette dernière scène, alors on sait très bien que ça va, ils ont tous signé des contrats et puis il y a déjà il suffit de regarder le calendrier Marvel pour savoir que ça va bien se passer pour certains. Mais il suffit de lire la BD aussi. Il suffit de lire la BD tout aussi, mais bon, par exemple, si moi je ne lis pas de comics, il suffit de regarder les line-up. Mais en soi, peu importe en fait, c'est juste qu'à un moment donné, le film s'est autorisé à aller vers l'émotion. Moi, quand le personnage de Spider-Man, quand Peter Parker disparaît, ça m'a arraché mon petit cœur. Je trouve ça vraiment très triste en fait. Les enfants, ils voient leur super-héros mourir, quoi. C'est horrible. Peter Parker, merde. Et en plus, c'est un truc qui n'a pas été fait dans la BD justement. C'est que dans la BD, ils claquent des doigts et c'est du jour au lendemain, ils disparaissent. On voit pas The Rapture. Tu vois pas ça a été fait dans d'autres BD avant. Moi, j'ai pas lu Infinity War, Infinity Gauntlet, mais moi justement, c'est le contraire. En fait, j'allais dire, à la limite, si je le conseille à quelqu'un, c'est vraiment aux enfants parce que eux, ils peuvent suspendre l'incrédulité et croire que ces personnages-là ne vont jamais revenir. Moi, quand j'étais gosse, donc j'ai pas lu Infinity War, Infinity Gauntlet, mais je lisais Secret Wars par exemple, et je me rappelle très bien de ce moment en fait où ils votent tous pour botter le cul de Doom, et que tu tournes la page et là en fait, si tu veux, c'était toute l'assemblée qui explose d'un seul coup quand Colossus en fait finit par donner son vote unanime quoi. Enfin, c'est le vote qui pèse quoi. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, j'ai fait waouh putain, ils sont tous morts, tu vois. Évidemment, tu achètes le Strange de la semaine suivante et en fait, ils sont tous vivants parce que à un moment donné, machin, il arrive, il a la potion magique, il l'asperge sur les fesses de l'autre. Ça comme exemple, mais avec Iron Man, le jour où tu le vois en train de mourir, tu fais merde, putain, il y a du sang dans son casque. Moi, j'y croyais et moi, ce moment de pure enfance, quoi, de pur moment où tu crois qu'ils vont mourir. Évidemment, nous, on n'est pas dupes. Mais pour les gamins, au contraire, tu t'imagines. C'est pour ça que moi, je pense que les gamins, c'est la première cible en fait pour ce genre de truc, parce que fondamentalement, ces persos, si t'es un tout petit peu, au fait de la façon dont fonctionne cet univers, et t'as même pas besoin d'aller regarder les ramifications de fonctionnement de Marvel et des contrats et tout ça, hein. Tout simplement, c'est la franchise qui ne veut pas mourir. Tout simplement. Donc, ils vont pas. Enfin, et elle est basée sur quoi ? Sur les persos. Donc, ils ne vont pas mourir. Donc, le truc, si tu veux, c'est que à un moment donné, ils ont failli faire mourir Iron Man dans le film, tu vois, mais ils se sont dit merde, tu vois, on va pas y aller, quoi. À un moment, enfin, tu vois, et on le sait. Enfin, Spider-Man, ils sont déjà en train de te parler de la suite, qui commence à tourner là dans 2 mois. Non, mais évidemment. Donc à partir de ce moment-là, mais moi c'est extrêmement difficile pour moi de suspendre mon incrédulité à ce moment-là et de me dire je vais jamais revoir Spider-Man. C'est vrai que je suis un peu d'accord, c'est dommage que le marketing en fait qui est tellement présent chez Marvel. D'ailleurs ça c'est marrant parce que même dans le film lui-même, c'est plutôt amusant, les personnages sont très conscients qu'ils sont eux-mêmes une marque. Tony Stark et tout ça, ils sont conscients d'être déjà eux-mêmes une marque. Donc il y a un jeu comme ça, un double jeu sur le fait que Marvel et tout ça est un produit dérivé géant. Donc je trouve ça assez amusant que eux-mêmes, les personnages en soient conscients. Mais donc finalement, ce marketing ultra présent de Marvel, en fait, il vient peut-être un peu perturber justement ce qu'on pourrait ressentir dans le film, parce qu'on se dit, c'est dommage, parce que comme je sais déjà qu'il y a Homecoming 2, Spider-Man, whatever, qui va arriver, c'est dommage, parce que, donc, résultat, moi, cette scène de fin où j'aurais pu être vraiment touchée, je l'ai été quand même, mais pas autant, je me dis, c'est dommage, parce que si j'avais pas su qu'il y avait une suite, j'aurais peut-être me serais dit, mais lequel va revenir, lequel va pas revenir, et comment ils vont revenir. C'est tout le souci du film, en fait, c'est-à-dire, c'est tout le souci de cet univers, encore une fois, c'est-à-dire que c'est un peu comme moi je compare ça à de l'écriture de série télé, et c'est un peu comme dans 24 heures chrono, quand à un moment donné ils te font croire à l'épisode 16 alors que tu sais qu'il y en a 24, tu vois, que à la fin de l'épisode Jack Bauer il a une crise cardiaque et il meurt. Et là hop, il y a le 3e de la saison 2, tu me le ferais pas. Voilà, donc non mais d'accord, tu vois. J'ai été spoilé de fou là. Et le truc c'est que évidemment la scène suivante, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se relève. Juste, il se relève. Et là, en fait, si tu veux, la question, enfin, il y a même pas, pour moi, en fait, il y a même pas une question de comment les mecs vont, enfin, je me pose même pas cette question de comment ils vont les faire revenir dans la fois suivante, parce que
il y a sûrement encore une fois quelqu'un, parce que c'est tout le principe de ce film-là. Là, en l'occurrence, toute l'écriture, et ça c'est parce que après, moi je sais que je me fais taxer de mauvaise foi en gros parce que Marvel, je rentre dans la salle et j'aime pas, mais le truc c'est qu'à un moment donné, je veux dire, c'est pas comme si les films ils étaient différents à chaque fois. C'est pas comme si les films ils étaient si surprenants que ça en fait fondamentalement. Là, pour moi, l'écriture de ce film-là, et c'est tout le problème parce qu'à un moment donné, il faut se le gaufrer le film. Ça dure 2h40 quoi. Tout le problème de ce film-là, c'est que pour une scène éventuellement où tu peux dire c'est joli, les mecs ils partent en poussière. Pour une scène où tu peux te dire tiens machin il est mort. Pour une scène où tu machin, c'est le reste du temps c'est alors. Thor il va sur la planète Burbank parce que c'est là où on a tourné le film, tu vois, donc sur un décor géant, tu vois, avec incrustation numérique, tu vois, pour aller chercher l'artefact 27 du bidule machin qui a été chié par un nain, pour que ensuite en fait ils repartent sur la planète Atlanta à côté de Pinewood pour finalement tourner dans un autre décor comme ça où en gros si tu veux on va lui construire son marteau qui va lui permettre à un moment donné de et on s'en fout putain, on s'en branle quoi, tu vois, je veux dire à un moment donné tout ça fonctionnerait si les interactions entre les hommes, les personnages fonctionnaient. C'est-à-dire que on peut reprocher moi je trouve pas parce que justement en fait Groot à part venir foutre sa racine en fait pour créer le marteau, il sert à rien. Rocket Raccoon. C'est le propre de Groot, c'est que tu te demandes juste à quoi il sert au seul moment où il sert du film. C'était le cas dans Guardians of the Galaxy 1, c'est le thème Guardians of the Galaxy 2, il sert aussi à rien. Mais c'est le propre de tous les personnages Marvel quasiment depuis que Marvel existe. Donc le problème, c'est que à part les trucs qui sont éventuellement taillés depuis 10 films, genre la relation entre Captain America et Bucky, et que quand ils se regardent sur le champ de bataille et qu'ils sont ça va, ouais, c'est bon, tu vois. Je veux dire là, t'as tout compris, mais ça reste une scène de merde parce qu'il y a rien de plus que ça. Ça ne se base que sur ce que tu sais, tu vois. À part ce genre de truc, il n'y a pas d'interaction. Tu prenais Secret Wars en exemple. Tous ces crossovers sont basés là-dessus, sont basés sur le fait qu'il y a une histoire. Là, tu me parles de comics. C'est basé sur. Oui, mais justement, on arrive à un film qui est un proto-comics. C'est pour ça que j'ai du mal à considérer le film. C'est là où moi je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un proto-comics parce que on a à la fois le crossover central et on a les spin-offs sur le côté où tu vas voir Thor's Quest où il va chercher son nouveau marteau. Ça fait partie du délire des crossovers, c'est-à-dire tu suis une histoire centrale et on te fait acheter les trucs. Sauf que là, t'as tout dans un pack pendant 2h30. C'est normal que. Moi, à un moment donné, je te parle de dramaturgie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as tous ces personnages-là qui sont censés exister dans un film. Tu vois, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ces personnages existent dans le film, tu vois, qui sont plus ou moins bien utilisés. C'est que en fait, tu me mets dans un lot. Non, mais je veux dire de quel droit non, mais parce que c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens là-dessus, tu sais, je me remets là-dessus. Mais le truc, si tu veux, c'est que on en avait parlé en antenne, tu vois. Le truc, c'est que il y a 10 ans. Et encore une fois, peu importe ce que tu penses des films, en fait, c'est même pas une question de qualité. Hein, tu vois, il y a 10 ans, le vrai reproche qu'on faisait à un film comme Spider-Man 3, c'est putain, il y a trop méchants, il y a trop de méchants. D'un seul coup, il y a trop de persos quoi. Dans Spider-Man 3, que le film fait à 2h20, c'est pour ça qu'il fait 2h20. Là, le film fait 2h40 et t'as mais 30 millions de persos quoi. Et pour moi, à part le fait qu'ils ont existé éventuellement dans d'autres films au préalable, si tu veux, sur Captain America, il était dans Captain America et que t'as à peu près une trajectoire, tu vois, qui a été mis en place par Soldats de l'hiver, Avengers 2, ce que tu veux, etc. Bah, en fait, ils n'existent pas dedans parce qu'en fait, leurs scènes sont littéralement totalement anecdotiques. Et le truc, attends, j'aimerais terminer. Et le truc, c'est qu'en plus, en fait, si tu veux, il n'y a pas de cohérence dans les persos. C'est-à-dire que pour moi, Hulk, c'est un perso, les bras m'en tombent à chaque fois de la façon dont il est traité. Là, alors. Mais il n'a jamais été bien traité en film, c'est ça le problème. Peu importe. En fait, le truc avec Hulk, c'est que si tu te bases sur le comic book, donc pour moi, hein, le personnage à la fin du premier Avengers, ce qu'il dit quand il te dit en gros, mais j'ai toujours contrôlé ma colère, déjà c'est une contradiction totale du perso, première chose. Deuxième chose. Alors je peux te citer au moins 4 contre-exemples, mais quand si tu veux, mais tu sais, il y aura toujours des contre-exemples parce qu'il y a 60 ans de comics, tu vois. Donc voilà. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon, si c'est ça le truc. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que donc là, c'est pour ça que je parle du film là en l'occurrence. Et pour moi, le Hulk que j'ai lu de Kirby, c'était ça, tu vois. Le truc, si tu veux, c'est que tu prends le deuxième Avengers. Alors Hulk, finalement, il contrôle pas son truc parce qu'il faut lui chanter une berceuse. Ok.
Donc ensuite, Hulk dans Thor Ragnarok, bon, il a un gros kiki, c'est à peu près ça le niveau de level. Et là, en fait, dans celui-là, c'est carrément, on n'arrive même plus à contrôler Hulk parce qu'on n'arrive plus à le faire sortir parce qu'il s'est pris une branlée par Thanos au début. Et il reste encore Hulk qui se contrôle par télépathie, Hulk qui se contrôle par l'hypnose. Non, mais enfin, je veux dire, c'est que je peux t'en citer plusieurs de fun en perspective. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de cohérence même dans leur putain d'univers à eux. En fait, c'est-à-dire que ce que eux, ils ont décidé d'aborder, tu vois, parce que c'est ça le problème. Et du coup, pour moi, tu admets qu'il y a du temps qui a passé, que peut-être ça a changé aussi. Après, je veux pas défendre ça, mais tu parles de cohérence. Je suis d'accord avec toi si tu me dis que c'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est ça le problème dans le film, tu vois. C'est raciste. Moi, je suis d'accord si à un moment donné on m'explique. Maintenant, je voulais t'expliquer. Je peux même pas me permettre d'expliquer. Je vais juste te dire que tu parlais de cohérence des personnages. Il y a vraiment un personnage qui est vraiment très cohérent par rapport à tout ce qu'on voit de Marvel. C'est quand même Thanos. Je veux en dire là aussi. Un effort extraordinaire. Alors, je dis extraordinaire. C'est le personnage principal parce du film, que c'est Thanos Quest. C'est exactement ça. On part de tous les autres films Marvel. Alors, c'est des doppelgangers. Genre, c'est Iron Man. C'est le clone d'Iron Man. C'est le clone de Ant-Man. À chaque fois, c'est toujours un clone. Là, il a une vraie motivation. Et en plus, il a une motivation qui est assez cohérente par rapport à la BD. Puisque à la BD, il était, s'il a détruit la moitié de l'humanité, c'est parce qu'il est amoureux de la mort. Oui. Ce qui est complètement quelque chose de complètement ésotérique et qui en film serait sans doute pas passé. Donc, il lui trouve une vision quelque part écologique mélanchoniste. C'est une espèce de non mais Thanos c'est une espèce de Thanos c'est une espèce de mélanchoniste de l'espace et cosmique et qui décide ça va trop loin. Si je suis ta logique, si je suis ta logique, donc en fait en gros le fait que ça soit le méchant dans ce grand film corporatiste absolu, tu vois, qui est Avengers et ses grands univers absolus, ça te dit quoi en fait finalement sur l'univers en question? Après que tu veux dire que tout d'un coup c'est un méchant communiste dans un film non, moi ce qui me fait marrer avec le plan de Thanos, pour en coup j'ai pas lu encore une fois Infinity War tout ça, mais ça me fait penser à ce sketch de Bill Burr qui t'explique comment il se débarrasserait d'une partie de la population, tu vois, en faisant, en bombardant des croisières, tu vois. Il te dit, les croisières, c'est pas mal, on peut se faire 3000 personnes d'un coup, tu vois, on balance une bombe dessus, c'est un peu random, il y a un peu de tout, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a tout ça, et hop, en fait, c'est réglé, et on règle le souci de la surpopulation, tu vois. Voilà. Et il t'explique ça s'il était un dictateur, tu vois. Donc bon. Clairement, en même temps, le personnage de Thanos, c'est pas un dictateur, c'est pas loin non plus. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas quelqu'un de. C'est pour ça que Mélenchon, c'est le despote. Quand même. Oui, c'est un croisement parce que dans ses méthodes, c'est un croisement Mélenchon-Le Pen. Enfin bon, il a un truc un peu chelou dans sa façon de voir les choses. Mais bon, c'est pas on s'en fout. On n'est pas en train. Thanos n'est pas représentatif de la politique française. Donc ce n'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec Daniel, c'est que pour le coup, c'est un personnage. Clairement, tous les super-héros qui sont dans ce film sont des personnages secondaires par rapport à Thanos. Et pour une fois, on a Thanos. C'est-à-dire qu'encore une fois, je l'ai déjà dit au début, mais ça fait 10 ans qu'on nous tease Thanos, on le voit vite fait 2-3 secondes à chaque fois. Et on n'arrivait pas à cerner Thanos. Déjà, il était assez moche visuellement. Et puis là, il a vraiment plutôt bien évolué. Et on n'avait pas les contours vraiment de ce personnage. On ne savait pas qui c'était. D'un seul coup, il se révèle. Donc ça, c'est un peu le reproche que je ferais aussi au film, d'une certaine façon. C'est qu'il a fallu attendre ce film-là pour qu'enfin on prenne conscience du danger Thanos, du vrai danger Thanos. Donc c'est quand même dommage que ça soit pas, que cette peur, elle soit plus viscérale dans le reste des films. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sorti de ça, je trouve que d'un seul coup, on a un vrai méchant, on a un vrai méchant avec une vraie motivation, avec une motivation qui est plutôt intéressante, qui pose question, qui est pas évidente en soi. C'est pas l'enfer est pavé de bonnes intentions en soi. Donc oui, c'était mon petit passage proverbe. C'est beau. Mais non, mais plus sérieusement, voilà, je trouve qu'on a enfin quelqu'un qui, moi, était ma ligne conductrice du film, qui m'a intéressée dans le film, parce que finalement, les autres personnages, j'étais contente de les voir, comme tu disais, faire des pairs les uns avec les autres, des pairs qui n'étaient pas attendus, de voir l'opposition en mode qui c'est qui a la plus grosse entre Chris, Star-Lord et Thor, et Star-Lord et Iron Man. Moi, ça m'a amusée, mais c'est vraiment tellement à côté de ce personnage qui a une vraie quête, une vraie quest, qui est la plus intéressante, presque depuis les débuts de Marvel. Et je parle pas encore une fois par rapport aux comics, parce que je me base tout simplement sur les films qui sont sortis au cinéma. Et c'est l'une des quêtes les plus intéressantes depuis le début. En fait. Ils ont pris le temps de raconter son origine, de raconter. Il y a un flashback quand même sur l'enfance de sa fille adoptive. Enfin, vraiment, ils sont allés assez profondément et jamais ils se donnent le temps de le faire, en fait. Sur aucun méchant. Ouais.
Très bien. Avant de se quitter, mesdames et messieurs, on va faire, comme d'habitude, une recommandation chacun à destination de nos auditeurs, en lien ou pas du tout avec ce qu'on vient de raconter. C'est vous qui décidez. Perrine fait signe qu'elle n'en a pas, elle n'en a pas. Elle pas tout de suite. Elle pas tout de suite. Ok, d'accord, elle réfléchit. Stéphane, d'ailleurs, tu commences. Bon, alors, des vieux schnocks dans l'espace. Oui. Tiens, moi j'ai envie de dire Space Cowboys parce qu'il fallait impérativement que je case encore un Clint Eastwood. Ah bah oui, t'es obligé, voilà. C'est vrai que tu t'es assigné cette mission. En plus, c'est quand même un putain de crossover de vieux second rôle, oui, quoi. Tu vois, oui, à part Clint évidemment, tu vois, t'as quand même Tommy Lee Jones, t'as quand même comment il s'appelle, James Garner et Donald Sutherland, ils sont formidables, ils auraient dû tous être dans des Marvel, ça aurait été le meilleur film, quoi. Et voilà, parce que nos ciné m'a fait dire du mal de Clint Eastwood un 7 février 2018 et qu'il faut impérativement que je rattrape cette erreur absolue, ce moment d'égarement qui est-ce que tu vas pouvoir parler de Changeling à un moment? Ouais, mais j'adore Changeling, c'est un super film. C'est prévu, c'est prévu à un moment ou un autre. Donc Space Cowboys de Clint Eastwood, des vieux dans l'espace comme dans Avengers Infinity War. Daniel. Alors moi je vais rester dans le comics. Alors ça aurait été vraiment du tout cuit si je recommandais Infinity Gauntlet, qui est quand même le truc écrit par Jim Starlin, qui est vraiment la base du film qu'on a vu. Mais pour rester à Avengers, j'étais très un Avengers kid comme on dit quand j'étais petit. Et pour moi, il y a une histoire marquante qui m'a vraiment traumatisé. C'est une histoire qui s'appelle Under Siege. Et Under Siege, c'est plutôt des méchants. C'est un Steven Seagal, ça. Très malin. Avengers Under Siege. C'est des méchants qui sont plutôt terre à terre. C'est comme on dit street level. C'est plutôt. C'est Baron Zemo qui les mène. C'est pour ça que j'étais très déçu aussi par Civil War. C'est que Baron Zemo est nul dedans. Et donc c'est joué par Daniel Brühl. Ouais, Baron Zemo ramène plein de casseurs, plein de super casseurs dans le Avenger Mansion, et il casse la gueule à tout le monde et il les dégomme, et ils ont jamais été autant en difficulté que dans ce comics. Et moi je me souviens que mon cœur palpitait quand j'étais gamin en me disant merde, mais qu'est-ce qui va arriver? Et ils font des trucs horribles à Captain. Enfin, il lui broie littéralement ses souvenirs devant ses yeux. Il torture des gens devant lui. Et dans un comics à l'époque où la violence n'était pas exactement tolérée, mais par contre elle était suggérée, c'était très marquant pour moi. Donc je recommande Avengers Under Siege dès que je peux. Pour moi, c'est mon arc des Avengers préféré de tous les temps. C'est dessiné par John Buscema. À l'ancrage, c'est Tom Palmer. Et l'histoire, c'est Roger Stern. C'est un très 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 grand comics. Perrine. Je reste dans l'univers comics aussi, mais lointain, et chez DC. Donc, en soi, alors j'ai un gros doute, soudainement, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Est-ce que vous l'avez traité, je ne me souviens plus, Wonder Woman, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah bah oui, Wonder Woman. My Wonder Woman. Ouais. Oui, tout à fait. Nous avons fait un extra ball avec l'ami Julien Dupuis, qui en a dit le plus grand bien. Et voilà, j'appuie en tout cas cet extra ball. Je vous encouragerai à écouter donc l'extra ball de Julien, mais en plus j'ajoute ma pierre à l'édifice sur le fait que donc on est encore dans cette histoire de super-héros, mais très lointainement, c'est-à-dire qu'on suit la vie du créateur de Wonder Woman, et en même temps, enfin surtout à travers sa vie qui n'est juste que le fil conducteur du film. On s'intéresse aux deux femmes de sa vie, puisque c'était quelqu'un qui vivait en trouble. Donc on a notamment donc l'origine story de ce personnage de Wonder Woman, un accès au bondage, un accès à l'invention du détecteur de mensonges, exactement. Il est un des artisans. Il est un des artisans du détecteur de mensonges avec ces deux femmes là notamment. Et surtout, c'est une très très belle histoire d'amour et de pouvoir entre deux femmes. C'est vraiment fort, vraiment touchant. Donc je recommanderais beaucoup ce film. My Wonder Woman, donc que vous pouvez retrouver sur binge.audio, notre site, notre réseau de podcasts avec toutes nos anciennes émissions. D'ailleurs, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Quentin à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio, donc je l'ai dit, pour retrouver toutes nos émissions et aussi le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, car il y en a si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.